Bonsoir à tous et à tous. Donc dans la précédente chronique, j'ai effectué une erreur. Vous l'aurez bien remarqué, il ne s'agit pas de la 234 mais de la 224. Et donc celle-ci sera la 225 bien évidemment. Et donc dans cette chronique, comme vous pouvez le constater, je vais encore parler effectivement, puisqu'on n'a jamais assez parlé, du néolibéralisme, qui aujourd'hui est la doctrine qui est effectivement celle de notre gouvernement en la qualité de Emmanuel Macron. Alors, il n'est pas, je dirais, déraisonnable de dire que nous vivons, sinon, une civilisation néolibérale. Alors que, je dirais, dans un moment néolibéral, le néolibéralisme est une organisation, soyons clairs là-dessus, une organisation socio-économique, un système politico-institutionnel, un ensemble d'idées et de valeurs, comme je l'ai dit toujours. Le libéralisme, comme le capitalisme, n'est pas seulement un moyen de production ou d'échange, mais également aussi ce que j'appelle un système politico-institutionnel, un ensemble d'idées et de valeurs, un mode de comportement, voire même ce qu'on pourrait qualifier, ce que Kluskar aurait dit, un imaginaire social, une manière de comprendre et d'organiser notre vie, notre travail, nos relations humaines, de concevoir effectivement nos projets. Nous considérons ce qui se passe d'une façon fondamentale dans nos sociétés occidentales comme les individus avec leurs propres intérêts et objectifs, en particulier accumulant d'une façon aujourd'hui sans scrupules et sans honte de l'argent et en concurrence acharnée avec les autres, avec leurs propres intérêts et à qui nous devons absolument rien. Bref, nous sommes dans un modèle, effectivement, qui fait l'éloge de l'égoïsme, l'individualisme, et qui, finalement, au fond, détruit petit à petit notre champ de visibilité en matière de solidarité. Alors, certains de ces traits de comportement sont anciens, ça il faut bien le comprendre, comme l'utilisation, et peut-être à juste titre, le fait d'avoir des droits inaliénables. D'autres encore sont des néolibéraux, comme manière, je dirais, on pourrait le définir comme la manière belliqueuse de comprendre nos mérites. Et en revanche, nous rejetons bien entendu la responsabilité collective qui a dominé au XXe siècle. D'où, je dirais, une ferme conviction de ce que nous méritons. Et d'autre part, un mépris aujourd'hui ouvert pour les plus faibles, à savoir les chômeurs, une partie des immigrés, les mendiants, qui réclament une protection constante et qui ont ce qu'ils méritent finalement au fond. Et si nous ne mettons pas les freins, ceux qui n'ont pas fait assez d'efforts essaieront de profiter de ce que nous avons réalisé avec notre appétit et notre effort de singularité personnelle. Bref, nous en arrivons à une société fracturée dans laquelle le mérite prime sur tout critère éthique, tous les moyens sont bons. Ce mérite individuel ne provient pas, pour la plupart, de l'effort ou du talent. Solidarité, altruisme. Et finalement, il est surprenant qu'après 30 ans de néolibéralisme, avec la présence de la pauvreté, des inégalités, qui est aujourd'hui justifiée à juste titre et à tous les niveaux, il reste hégémonique et sans alternative. La crise de 2008 n'a supposé qu'aucune rectification de ces politiques. Bref, on n'a pas essayé de changer le système, on a injecté des moyens pour essayer de le sauver. En effet, ils se sont intensifiés. Sa survie actuelle est expliquée. L'ordre social qui a engendré l'État-providence, avec une classe ouvrière hautement politisée et syndiquée, n'existe plus. Aujourd'hui, place à la société de la consommation, du libéralisme libertaire et de la société du plaisir. La
prédominance du capital financier conditionne le nouvel ordre social. Et si cela ne change pas, il est difficile de penser un autre système. La pensée énarctique est rentrée même, je dirais, d'une façon peut-être diluée et traduite dans pas mal d'individus. Pour que le néolibéralisme accède à l'hégémonie de la stratégie de la société du Mont Pèlerin, société mise en place par Milton Friedman, qui a émergé en 1947 lorsque le keynésianisme dominait, était, je dirais même, la clé de voûte. Il fallut créer des centres d'études, des fondations pour diffuser leurs programmes et conquérir les vendeurs d'idées de seconde main. Journalistes, diffuseurs, intellectuels, hommes politiques, en raison de leur grand pouvoir d'influence. Et finalement, au fond, il faut être honnête, ils ont bien réussi. Ils ont eu la tête de l'Union soviétique, d'une partie de l'Amérique latine, de l'Europe, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, et bien entendu aujourd'hui la France. Alors je ne parlerai pas de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, qui ne sont que finalement des satellites qui suivent la politique monétaire voulue par l'Europe actuelle et la Commission européenne. Alors l'université également au service du financement du capital. Aujourd'hui enseigne, recherche ou publie pour la cause, comme l'industrie de l'édition et les grands médias, aux mains des grands groupes économiques et financiers, voire parfois dans la main de certains oligarques. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que, et malheureusement, je le déplore, que finalement, au fond, il n'y a pas d'alternative, puisque le néolibéralisme a pris, n'ayons pas peur de le dire, la place du marxisme, avec une fonction, je dirais, un peu différente, où l'idéologie devient un dogme, et lorsqu'elle admet jusqu'à l'absurde. Alors, que se passe-t-il avec le néolibéralisme sans nuire à son attrait en, je dirais, se présentant comme jeune rebelle? Aujourd'hui, nous avons l'école de Palo Alto, les libertariens, les continuateurs de Ayn Rand, donc qui mettent effectivement la science, les hautes technologies, pour être réalistes et plein d'espoir, pour nous promettre effectivement l'adaptation du transhumanisme et de la technologie à travers les individus. Alors de nombreuses affirmations du néolibéralisme, telles que les avantages de la privatisation, qui sont bien entendu indémontrables, et quand on essaie de les démontrer, c'est un fiasco, et c'est une question de foi, bien que la foi n'est pas la raison. Alors le néolibéralisme attire, en ayant une explication simple pour tous, le fonctionnement du marché avec ses 4 idées, individuel, rationalité, concurrence, maximisation, c'est du bon sens. Et cela vous permet de vous moquer de quiconque qui parle d'intérêt public. Elle permet de conserver une attitude, je dirais, anticonformiste, rebelle, aux ordres du système tout de même, typique des intellectuels, et c'est une curieuse forme de rébellion car elle défend les puissants, mais elle est réelle. Je vous donne un exemple, le livre de La route du servage de Friedrich von Hayek, belliqueux contre l'establishment représenté par la bureaucratie, les syndicats, les politiciens. Et ce que nous devons combattre, ce sont les impôts, la législation publique, sociale, puisque tout cela existe encore. Législation sociale, services publics, bureaucratie d'État, les néolibéraux peuvent se présenter comme des rebelles, effectivement. Les entrepreneurs font partie des rebelles, bien qu'ils fassent partie de l'establishment. Ils sont aimablement nommés, ils sont créateurs de richesses, d'emplois, des génies, et nous pourrions tous être entrepreneurs s'il n'y avait pas l'État qui nous empêche. Le néolibéralisme nous permet d'adopter une position morale, ce qui implique une forte dose de cynisme,
Mais la chose fondamentale est la liberté, qui a un caractère métaphysique. Il peut être utilisé quels que soient les résultats, et c'est la dernière tranchée, le marché libre, qui pourrait générer plus de pauvreté et d'inégalité. Mais la liberté resterait en vigueur, comme valeur suprême, même si l'individu devait être prisonnier. Ouf, le concept est sauvé. Alors, et la dernière raison de l'attrait du néolibéralisme est la ferme conviction que l'histoire tourne en sa faveur. Dans n'importe quelle situation, ils ont toujours recours à ça, qui a déjà été essayé, ma foi, qui a échoué. Ça, peut-être une politique anticyclique, la sécurité sociale, le public, la paresse, les fragiles, les handicapés. L'opération permet à la défense du néolibéralisme d'être toujours la défense de l'avenir contre une alternative ratée du passé. Voilà, c'était un petit bréviaire de réflexion sur le néolibéralisme, finalement d'Adam Smith à Ludwig von Mises, à Friedrich Hayek, passant par Ayn Rand, et en finalité finissant dans l'école de Chicago de Milton Friedman. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.